Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Forcément, ça va pas très très bien quand l'Olympique Lyonnais, notre club de cœur, subit une descente en Ligue 2 qui, sauf miracle, va devenir définitive la semaine prochaine. On a peu de chances, à moins d'un miracle, de retrouver la Ligue 1 et que la DNCG se contredise. Ça peut arriver, il y a eu des exemples passés, ça peut arriver. Mais étant donné le nombre de rendez-vous qu'il y a eu entre John Textor et la direction de l'Olympique Lyonnais et en face la DNCG cette année, plus d'une dizaine, il y a peu de chances que ça arrive, car ils connaissent le modèle économique et ils connaissent le peu de viabilité, c'est le terme viabilité en économie, le peu de viabilité financière et économique de ce club. Alors hier, certains se sont étonnés, et parce qu'on n'est pas des financiers, moi non plus, je suis pas un financier, mais j'ai le sens un petit peu du commerce et des affaires par mon métier. Et quand la DNCG aujourd'hui vous rétrograde, c'est qu'en fait il n'y a pas de viabilité. Alors vous pouvez vendre Crystal Palace tant que vous voulez. C'est comme disait Clément à juste titre, c'est une vente one shot occasionnelle. C'est pas une vente que vous allez réaliser tous les ans. Et ce qui m'inquiète tout particulièrement, c'est ce déni. Mais c'est pas très étonnant, mais ça m'inquiète. Quand vous voyez le communiqué de presse de l'Olympique Lyonnais qui juge incompréhensible une décision administrative, vous ne mettez clairement, pas les chances de votre côté pour ce qui va se passer dans une semaine. C'est comme si vous allez au tribunal et que vous dites je comprends pas les décisions de justice. Vous savez, les hommes politiques ou les célébrités souvent font ça. Pour essayer de mettre la pression sur les magistrats. Bon, bien souvent, ça fonctionne plus. Ça marchait il y a une vingtaine d'années. Aujourd'hui, c'est une stratégie d'avocat qui est un peu éculée. Pourquoi ? Parce que l'avocat, plus vous avez d'emmerdes, plus il gagne d'argent, généralement. donc c'est un petit peu cynique, mais ça fait partie du jeu. Et secondo, quand on est une personnalité, on essaye de mettre la pression sur le magistrat et de ne pas perdre la face, comme disent les Asiatiques. Vous savez, c'est très important. Vous êtes un homme politique de première vue ou une célébrité de première vue, vous voulez pas perdre la face. Donc vous voulez garder vos aficionados et vos fans en disant que c'est un complot de la justice, méchante, machin. Non, souvent, quand il y a 5000 pages de dossiers et de PV, il y a peu de chances que ça soit de l'embrouillis. Bon, et alors là, on n'a pas eu droit à ce couplet de la part de John Textor, du complot. Il a dit c'est incompréhensible. Non, c'est compréhensible au bout de 15 rendez-vous. Quand on dit que c'est incompréhensible, ça prouve que vous ne comprenez pas. Et ça met la tutelle administrative en face encore plus en colère et encore plus raide. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier aussi quelque chose, c'est que la DNCG, et vous prenez l'exemple de Bordeaux à l'été 2024, si je ne me trompe pas, a décidé de rétrograder suite au plan de reprise qui n'a pas fonctionné de Gérard Lopez. La DNCG a proposé de descendre Bordeaux en Ligue 2, qui était en Ligue 2 en National. Ça, c'était fin juillet, je crois. Et ensuite, lui a imposé, clairement, de descendre en National 2. Donc, dans le même été, vous êtes passé de la 2e division à la 4e. Donc, attention quand même de pas mettre l'autorité de tutelle, alors même s'il y a des voies de recours, le CNOSF ou autre, attention, ça fonctionne beaucoup moins qu'avant de faire le show et de contester les décisions face à des magistrats ou des autorités de tutelle. Il suffit de prendre les médias pour voir ce qui se passe dans les procès ou autres. Ça marche de moins en moins. Ils ont des outils de plus en plus performants en termes financiers, en termes juridiques. Ce sont des professionnels. C'est pas une décision inique, comme on dit en droit. C'est une décision réfléchie. Quand je vois John Textor qui dit à la sortie des bureaux de la Ligue de football professionnel, on va voir la décision. Non, mais la décision, elle était déjà prise. Donc, encore une fois, il ne connaît absolument pas les mécanismes de fonctionnement de cette institution. La décision était déjà prise. Elle a été publiée peu de temps après sur le site de la LFP. Donc, en fait, c'était pas hier qu'il fallait convaincre. C'était entre novembre et hier. Et on n'attend pas la dernière minute pour vendre les parts de Crystal Palace. Et de toute façon, Crystal Palace, ça ramène 200 et quelques millions d'euros. Ça permet juste de combler une année et quelques de besoins, de pertes, parce que l'année, l'OL perd chaque année environ 150 à 170 millions d'euros, et ça permet pas plus. Donc en fait, ce qui m'étonne, c'est l'incompréhension. Donc effectivement, je pense que l'Olympique Lyonnais et son board n'ont clairement pas compris.
Nous, simples amateurs non spécialistes de la finance, on a plus compris qu'eux. Donc, effectivement, il n'y a pas de hasard. Après, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que la DNCG peut beaucoup plus lourdement sanctionner s'ils s'aperçoivent que l'Olympique Lyonnais, qui va déposer ses comptes, je crois, vers le 30 juin, a encore moins de possibilités, parce que quand vous descendez en Ligue 2, comme le disait Ratatouille hier très justement, les frais et les charges du stade sont toujours là. Donc c'est un stade de 60 000 places avec OL Valais qui coûte quand même une blinde, pour un club de Ligue 2 qui n'aura pas de rentrée de Coupe d'Europe et qui aura des rentrées de droits de télé de Ligue 2. Une billetterie, forcément il y aura des pertes d'audience, de présence spectateur dans le stade, il y aura moins de dépenses. Vous êtes contre Laval, excusez-moi, j'ai rien contre Laval, mais c'est des plus petits clubs en termes d'attractivité, de dimension. Vous allez jouer Annecy, Laval, j'ai rien contre eux honnêtement, mais on joue pas Monaco, on joue pas Marseille, on joue pas Paris. Donc voilà, c'est l'incompréhension. Donc déjà c'est le premier thème qui me surprend, c'est que je vais être un peu dur. Le boulard et l'amateurisme à la direction du club ne cessent pas. J'avais dit quelque chose dans des éditos il y a un peu plus d'un an, j'avais dit « ce club a le boulard ». Ça veut dire qu'en fait, on se croit encore en Ligue des Champions. Et peut-être que ce qui était sain, c'était qu'on se casse la gueule, et c'est ce que disait Antoine de Madagascar, maintenant Antoine de Tunisie, l'autre Antoine, il disait « va falloir peut-être se prendre une grande taloche dans la gueule pour dégonfler les boulards ». Je sais plus comment il le disait, force à toi. Mais non, toujours pas. La prise de conscience, l'humilité, on n'y est toujours pas. Thomas en parle souvent, on n'y est toujours pas. C'est incompréhensible la DNCG, ce qu'ils viennent de faire. T'as 470 millions d'euros de dettes. Un demi-milliard de dettes. C'est incompréhensible. Non, mais en temps normal, t'as déjà fermé l'entreprise. C'est hallucinant. Bon, ça va dire qu'on va perdre une semaine. Il va falloir quand même préparer également un mercato, c'est-à-dire dégraisser lourdement, préparer l'arrivée de joueurs de Ligue 2, qui se disent, bon, c'est pas solvable, c'est pas sain, il y a John Textor à la tête, ils vont pas venir facilement, les joueurs expérimentés de Ligue 2, ça se prépare, il va falloir faire des coups, on n'y est pas du tout, là, on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que là, moi, à leur place, et à ma petite échelle, j'aurais pas du tout fait ça, j'aurais dit, bon, on prend note, oui, il y a eu des erreurs de gestion. Néanmoins, on va restructurer le club lourdement. Il y aura des départs, on va restructurer l'équipe et on va essayer de repartir sur une nouvelle dynamique financière. Non, pas du tout, c'est incompréhensible. Comme les stars. Secondo, deuxième point, donc on va perdre du temps, donc les autres de Ligue 2 sont habitués à la Ligue 2, vont avancer. Ils vont vouloir cartonner l'Olympique Lyonnais, tous, parce que ça va être le match de l'année contre l'OL. Et puis comme on est friable mentalement et qu'on n'a pas préparé le mercato, on va rester en Ligue 2. Voilà, si on descend pas. Et en plus, rien ne vous dit que la DNCG ne va pas vous remettre une rétrogradation parce que votre plan financier ne tient toujours pas la route. C'est ce qui arrive à Bordeaux. Je le dis juste comme ça pour rappel, c'est ce qui arrive à Bordeaux. Ils sont passés de Ligue 2 l'an dernier à National 2. Ils se sont pris National puis National 2 en 15 jours. Je dis ça, je dis rien. Et hier, le tribunal de commerce de Bordeaux, grâce aux 9 millions d'euros de Gérard Lopez injectés, n'a pas déclaré la fermeture des Girondins de Bordeaux. Parce que ça, on n'est pas à l'abri de la fermeture de l'Olympique Lyonnais. Je vous le dis juste simplement. Ensuite, il y a une deuxième chose, mais Thomas en a un petit peu parlé dans sa vidéo. Je m'étonne que des gens comme Govou, Aulas ou Domenech s'étonnent. Jean-Michel Aulas, ce qu'il a fait pendant 36 ans, merveilleux. Et quant à l'été 2023, il dit... oulala, faut que je récupère mes os crâmes, là, je suis pas spécialiste des termes, donc mes parts dans l'Olympique Lyonnais, qui voit que John Textor ne lui lâche pas ses 7,6 millions d'euros. Il fait passer le tribunal de commerce en injonction et il s'aperçoit qu'il y a 3 000 euros sur le compte. Il le dit publiquement en plus. Pour moi, c'est l'équipe de l'époque, voilà. Donc il savait que l'OL était dans le rouge financièrement. Il peut pas s'étonner de l'onde de choc. Enfin là, son discours d'homme politique, alors très préparé pour les municipales, déjà, il est déjà très très bon en langue de bois. Non, il peut pas. Ce qu'il a fait pour l'OL, c'est lui. Les dernières années, on oublie, comme beaucoup de supporters. Par contre, il peut pas s'étonner. Et quant à Govou et Domenech, qui sont d'excellents footballeurs et techniciens, qu'ils restent dans leur domaine. Ils ont dit c'est génial l'OL machin. Ils ont jamais parlé de finance. Là, on les interview. Bon, ils y connaissent que dalle. Je suis désolé pour eux. On leur dit A, ils disent A, le lendemain ils disent B, ils disent B. Voilà. Bon, moi ça n'apporte absolument rien. Bon, j'ai rien contre eux, mais ça n'apporte absolument rien. Par contre, Jean-Michel Aulas, lui, il sait clairement. Et c'est également une chose vraiment à dire. Tout a commencé avec l'affaire, et Thomas le dit un petit peu, entre Pathé, IDG et Aulas.
pour le dire, excusez-moi, l'expression le pâté est déjà dans le fruit, le pâté était déjà là, ils savaient tous, lors du Covid, que ça allait péter, que ce stade était un énorme gouffre financier, un énorme, qu'on était au-dessus de notre train de vie, les 3 actionnaires le savaient. Donc il fallait trouver le pimpon pour acheter un truc qui valait pas grand-chose et le vendre 800 millions. Et ça a été l'opération du siècle. Ça a été Ocean's 11, Ocean's 12, Ocean's 13, Ocean's 14 en one shot. On a eu des Gérard Majax de la vente. J'ai jamais vu ça. 800 et quelques millions, un club où en fait vous avez juste un stade, l'équipe elle vaut 0 €, ils ont des salaires de malades et vous êtes dans le rouge chaque année. Bravo les mecs, champion du monde de la vente, j'applaudis, bravo. Et il y a l'américain qui, sur une étude de Forbes qui date d'il y a quelques années, vous savez c'était une étude, les clubs européens sont sous-cotés, sous-capitalisés, ils valent beaucoup plus cher. En fait c'est une étude que j'avais trouvée, je l'avais lu à l'époque. Alors Forbes c'est un peu le site, un peu comme Challenge chez nous, le site des économistes avertis. Et il y a des grands économistes qui avaient averti les Américains en disant jetez-vous sur les clubs européens, il y a une max de blinde à vous faire. Alors, on a eu le mec qui est arrivé là, qui voulait payer en bitcoin, Foster Gillett. On a eu lui qui avait pas d'argent, bon il avait 200 et quelques millions à mettre dans le palace, il les a mis, après il a pas d'argent. Et en fait ils ont trouvé le mec. Ils ont trouvé l'américain parfait, là, le mec qui arrive, qui a pas de blé et qui a sorti tout ce qu'il pouvait se faire en investisseur dans la planète pour acheter ce club, à compter chaque centime au fond de ses chaussettes, pour acheter le club. Bon, le deal a été fait. Jean-Michel, heureux comme un coq, parce que lui, il a touché, je sais plus combien il avait de part, 38% Holness de ses 800 et quelques millions, donc vous faites le calcul. Il a touché, voilà. Après, le deal est clair, le deal a été fait, il est clair, lui, il a touché plein de sous, après, il peut pas s'étonner. Non, lui, il peut pas s'étonner vraiment de la situation financière du club. Excusez-moi quand même du peu. C'est un peu gros, s'il nous vend les mêmes salades au municipal, on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, mais le verre était dans le fruit parce que c'est pas le bon repreneur. Mais les mecs du Qatar, vous savez, quand ils achètent entre 30 et 40 millions d'euros le PSG, le problème des Qataris, c'est que... le problème, non, c'est qu'ils savent compter et qu'ils sont pas cons. Donc, quand ils achètent le PSG, qui est au bord du gouffre, 30 à 40 millions d'euros, alors vous allez me dire, il n'y avait pas le stade, oui, mais c'est comme la ville de Paris, faut s'apercevoir que l'Olympique Lyonnais a été acheté une dizaine d'années après, quand même, 20 fois le prix du PSG. Juste comme ça, alors on dit, mais il n'y a pas le stade, oui, mais il y a la marque Paris Saint-Germain, il y a la ville de Paris. Donc là, je sais pas ce qu'ils ont acheté 800 millions d'euros, j'ai pas compris. Ça valait beaucoup moins cher, évidemment, d'ailleurs John Textor l'a dit. Et puis une fois que vous avez acheté ça une blinde et qu'en fait vous dégagez pas de revenus avec, la DNCG vous enfonce, puis ça peut durer jusqu'au bout, voilà. Donc en fait les mecs ont fait le deal parfait, ils ont Ocean's 11. Après j'en veux beaucoup au foot français, de pas savoir développer les droits télévisuels, de ne pas savoir attirer des investisseurs comme les Qataris, parce que finalement à part le Qatar il y a rien au PSG. On a une Ligue 1 qui est affublée d'un nom de naming peu glorieux. Moi j'ai rien contre McDonald's, mais McDonald's, c'est la malbouffe. Vous pouvez pas associer du sport de haut niveau à de la malbouffe. Ça tient pas debout. Vous voyez la première ligue Barclays qui va s'appeler la première ligue McDonald's. Voilà, c'est déjà tout. Tout est des erreurs stratégiques en chaîne. On a des grands joueurs de foot, on a une super équipe nationale, mais on a un championnat pauvre et pas professionnel. Il y a que le PSG qui brille. Bon, le reste, ils sont à 36 points, 40 points, le deuxième, je sais même pas combien il y a de points. Effectivement, c'est pas en enfonçant Bordeaux et Lyon comme le fait de la DNCG, mais bon, ils le font parce que ça craint financièrement au niveau de l'État et des fournisseurs, que le foot français va se relever. Le foot de club français est en train de claquer, la bouche ouverte. Alors, monsieur Mikeller dit, oui, mais c'est pas viable financièrement. Mais ça n'a jamais été viable, le foot français. Mais il y a que des fonds souverains qui peuvent se permettre de se payer ce genre de joujou. Alors le problème, c'est que il nous faudrait un fonds souverain d'Ouzbékistan, vers la mer Caspienne, l'Iran, je sais pas, l'Azerbaïdjan, les fonds du Golfe, un pays qui a plein de fric du pétrole ou du gaz ou des minerais, et puis qui viennent investir là-dedans des milliards. Mais bon, il y en a pas. Donc on est condamné à disparaître. Parce que c'est pas avec 360 millions d'euros l'an prochain, comme les disait Ratatouille, redistribués entre tout le monde, que ça va générer assez de fric pour la survie des clubs de Ligue 1. Voilà, donc c'est un championnat, comme le disait un auditeur hier, je sais plus, Abdenour, je crois, de mémoire, sur la chaîne de Thomas. Effectivement, j'en veux à la Ligue 1. La Ligue 1, c'est catastrophique. La LFP, la Ligue 1, ça va pas la gestion. Ça va pas déjà. Au-dessus, et ça va pas à l'OL. Mais on attire des investisseurs beaucoup trop faibles, pas professionnels dans leurs achats. Effectivement, comment les experts comptables, les commissaires aux comptes et les financiers d'Eagle ont pu valider le deal sans s'apercevoir que c'était n'importe quoi. À ce niveau-là, c'est quand même pas pro, quoi. Faut le dire. Voilà.
Donc, bah écoutez, je vous ai fait un édito un tout petit peu long, désolé. Bon, maintenant, le futur, ça va être chaud, sportivement. Financièrement, on a quand même la DNCG qui peut nous flinguer encore plusieurs fois. Bon, on verra bien. Force à tous, surtout. L'OL, bah, faut quand même se dire qu'il peut disparaître, tout simplement, ce club. Comme Bordeaux a échappé de justesse à la fermeture hier. Je vous le dis, du tribunal de commerce de Bordeaux. Voilà. John Textor dégage. Bah, John Textor, il aimerait bien dégager en l'occurrence, mais c'est pas si simple que ça, les bad guns. Il y a des enjeux financiers et juridiques qui sont quand même autrement plus complexes que dégage. Juste comme ça, c'est pas si simple. Le stade, je crois que Goldman Sachs en a nanti une partie, donc ça va être très compliqué de trouver un repreneur si le stade est hypothéqué. Donc ça va être compliqué de chez compliqué. Je pense que oui, John Textor va vite devoir se mettre en quête d'un repreneur très cher. Mais en même temps, Arès, qui est une banque, hein, Arès est une banque, ne l'oubliez pas, n'a pas vocation à reprendre le club. Arès doit également rendre des comptes à ses clients. Tout le monde l'a oublié, c'est juste une banque Arès, hein. Juste une banque. Donc une banque qui dit on investit du blé en Europe pour perdre beaucoup d'argent, va falloir eux aussi qu'ils s'expliquent. Tout le monde a oublié ça. Arès, c'est une banque de riches. Et les riches, là, ils se disent, il y a un club qui est rétrogradé, on a mis où nos 450 millions d'euros? Ils sont où? Ils sont où? Donc John Textor va devoir vendre au prix cher à un fonds souverain. Mais sauf que le fonds souverain, il s'en fout de l'acheter cher le club si le stade est hypothéqué. Donc l'équation est très insoluble. Si John Textor vend bien le club, c'est clairement à un quart, voire beaucoup moins de sa valeur, même pas à 100 millions. Je ne sais même pas si le stade est vendable en l'état. Donc ça va être chaud. Ça va être chaud, donc John Textor dégage. Oui, mais comment et quand? C'est chaud. C'est pas en un jour que ça se fait. Voilà, donc à moins d'un miracle d'un Ouzbek ou l'État Ouzbek ou l'État Azari qui débarque et qui se dit il y a un super bise à faire, on achète ça 100 millions. Mais John Textor, il va dire non. Il va dire non, il va dire déjà, il faut que je vende mon équipe, sauf que Fofana valait 50 millions, maintenant il en vaut 5. Tout le monde sait que l'OL, on est des clodos, donc les joueurs, ils vont se barrer vite, ils vont tous taper à la porte pour vite se casser, et ils valent beaucoup moins cher. Donc déjà, dans un premier temps, on va dégraisser, et puis après, il va vendre le club comme il peut. Mais Montpellier, il cherche des repreneurs aussi, hein. Loulou Nicolin. Pas Loulou Nicolin, excusez-moi, le fils Nicolas, j'ai bouffé son prénom, il a dit je suis ouvert à un repreneur, sauf que ça fait 6 mois qu'il a lancé ça, il cherche toujours, hein. Donc ça va être chaud, la reprise va être chaud, il faut vite trouver un repreneur, mais je sais même pas comment. Allez, bonne journée à tous, salut les gones.